Alors, le projet, qui est le titre de mon dernier ouvrage, je n'ai rien inventé, puisque non seulement c'est le titre d'un opuscule qu'on a retrouvé au siège, au domicile du président de la Taqwa Bank à Lugano, hein, non seulement c'est un texte qui a été connu par les services helvétiques qui l'avaient perquisitionné dans le cadre de l'enquête post-11 septembre, mais aussi c'est le titre de quelqu'un qui a fait un très bon travail, M. Besson, livre qui a eu beaucoup de succès en Suisse, qui parlait de ce projet, même si ce n'était pas le titre du livre. Donc on a voulu reprendre le titre de ce livre. Pourquoi? Parce qu'on accuse en ce moment tous ceux qui sont contre l'islamisation radicale d'être des complotistes. Ce qu'ont inventé les islamiquement corrects récemment, c'est que ceux qui alertent sur le danger islamiste seraient des nouvelles formes de complotisme. Et les frères musulmans sont très malins, avec l'extrême gauche. D'ailleurs, ils disent, avant il y avait les protocoles des sages de Sion, aujourd'hui l'équivalent des antisémites hier, c'est les anti-islamistes aujourd'hui, qui eux ont un protocole des sages musulmans. Ce qui est bien entendu une réduction ad Hitlerum indirecte, qui vise à faire croire que ceux qui font obstacle au totalitarisme islamiste aujourd'hui seraient l'équivalent des antisémites et des nazis hier, ce qui est absolument obscène, puisque l'islamisme aujourd'hui est essentiellement tourné, il a plein d'ennemis, mais l'ennemi, le cœur de l'ennemi de l'islamiste, ça reste les juifs, les sionistes, mais en fait surtout les juifs, à travers le mot sioniste. Donc c'est une obscénité, c'est un raccourci, c'est une désinformation, et c'est pour ça qu'avec Razavi, Emmanuel Razavi, grand reporter d'origine iranienne, qui a vécu 4 ans au Qatar, qui connaît très bien Al Jazeera, il a été conseiller du groupe Al Jazeera, c'est quelqu'un qui a fait une enquête chez les frères musulmans en Égypte également, il est allé voir Azam Tamimi à Londres, il est allé voir les cadres des frères musulmans en Égypte, mais aussi au Qatar, comme Jassim Sultan. Dans ce livre, nous montrons le nouvel organigramme des frères musulmans, qui aujourd'hui est plus en Turquie, au Qatar et à Londres qu'en Égypte, où l'organisation a été décapitée. Autre caractéristique de ce projet, qui était déjà annoncé lorsqu'il y a eu cette perquisition, il est préconisé l'entrisme. Il est préconisé le fait d'avoir plusieurs discours et même de ne pas forcément être un frère. On peut être frère musulman sans adhérer à l'organisation, sans avoir prêté allégeance au guide. Les nouveaux frères musulmans sont même capables de nier qu'ils sont frères parce qu'ils ne sont pas membres de l'organisation d'un point de vue formel. Donc les nouveaux frères, si vous voulez, c'est devenu presque un appel. C'est comme le nouveau djihadisme. Avant, les djihadistes étaient encartés à Al-Qaïda. Aujourd'hui, depuis El Souri, le djihadisme, ça peut être un appel et n'importe qui peut y répondre. C'est un peu pareil pour les frères musulmans. Donc dans ce livre, nous montrons les nouvelles stratégies des frères musulmans, y compris le boycott économique. Le BDS, c'est quelque chose de très frères musulmans, mais aussi les boycotts au Maroc, en Égypte, contre les entreprises Total ou Danone. C'est le fruit du nouveau, ce qu'ils appellent le djihad économique 2.0. Par Internet, par les réseaux sociaux, les nouveaux frères musulmans, et ça a été conçu par M. Khashoggi, qui n'était pas si blanc que neige que ça, par M. Jassim Sultan et Azam Tamimi. Nous avons d'ailleurs un chapitre sur ces 3 figures des frères, l'un qui était un ancien wahhabite saoudien devenu frère musulman, Khashoggi, les 2 autres, Azam Tamimi et Jassim Sultan, l'un à Londres, l'autre au Qatar. Ces 3 personnes ont réorganisé la nouvelle génération des frères qui ne sont pas formellement des frères et sont très très nocifs. Et nous concluons d'ailleurs à la fin sur AJ+, la fameuse structure Internet d'Al Jazeera, où c'est extrêmement bien fait. Les frères préconisent une alliance avec toutes les forces progressistes, y compris même parfois défendre des milieux LGBT, ce qui est très très vicieux, ce qui est très, très rotor. L'idée c'est quoi? Laissez-nous avoir le voile islamiste, mais en échange, nous, on ne sera pas contre que vous puissiez vous exprimer en tant que LGBT. Ce qui est extraordinaire, parce que le vrai programme califal, parce que les frères musulmans veulent rétablir un califat fondé sur la charia, est foncièrement homophobe. Donc ils sont capables, ces nouvelles générations des frères musulmans, comme un poisson dans l'eau, de revêtir la forme, comme un caméléon plutôt, de revêtir la forme de leur ennemi. Et voilà, et ça c'est le projet, c'est l'infiltration si vous préférez. Et donc ce n'est pas du tout un complot, contrairement à ce que disent aujourd'hui les forces pro-frères musulmans, c'est ce qui est raconté chez les frères musulmans eux-mêmes. Le projet est un ouvrage qui a été écrit par Youssef Nada, qui était le président de la Taqwa Bank, qui était la banque des frères musulmans. Donc c'est un projet qui est tout à fait explicite. Je dirais, comme tous les totalitaires, rouge ou brun, le totalitarisme vert nous a avertis. Mais on n'a pas envie d'écouter l'avertissement. Je pense que ce sera beaucoup plus subtil que l'on croit. Et là, Houellebecq, même si je n'aime pas trop son style, c'est vulgaire, obscène, par contre, l'idée était très bonne.
dans son livre. C'est plutôt par la cuisson du homard ou par la cuisson à petit feu que ça va se passer, une progression, d'ailleurs que les frères musulmans ont théorisé, hein, Ramadan en parlait, mais aussi Kardawi, son maître spirituel, la stratégie par étapes. On ne va pas tout de suite. On annonce la couleur dans les grands objectifs, puisque les frères musulmans disent le Coran est notre constitution, il faut rétablir le califat. C'est écrit en toutes lettres dans les ouvrages de Hassan el-Banna, les 50 demandes, dans les ouvrages de Kardawi. Kardawi dit même qu'il va falloir conquérir l'Europe et islamiser Rome. Donc les grandes lignes sont annoncées, mais dans la praxis, on est beaucoup plus retors et on peut utiliser des tactiques parfois qui font perdre le nord. Et donc cette nouvelle stratégie est assez intelligente. Elle vise à y aller progressivement pour ne pas réveiller les forces anti-islamistes. C'est sûr que si tout de suite on fait comme les djihadistes, on demande la charia, la soumission des chrétiens, il y aura une résistance en Europe. L'idée c'est que on doit rétablir le califat, c'est écrit en toutes lettres dans tous les livres des frères musulmans. L'objectif, ce qu'ils appellent le tamkin, l'objectif final, ça va être le règne des lois d'Allah sur terre, sur toute la terre. Donc leur projet, c'est carrément un Lebensraum planétaire. Soumettre tous les non-musulmans à terme, et les musulmans eux-mêmes devront être soumis s'ils n'obéissent pas à la charia, ou liquidés, s'ils font obstacle à ce projet. Mais en attendant, on va y aller progressivement. On va être djihadiste en Syrie ou à Gaza, mais en Europe, où le mécréant nous offre parfois même avec l'argent des contribuables, comme en Allemagne ou en Europe du Nord ou en Belgique, on paye les imams, frères musulmans. Dans certains pays, on paye des islamistes. Ce serait bête de faire le djihad. Donc les frères musulmans vont y aller tranquillement. L'idée, c'est qu'on aura des zones, ce qu'on appelle, d'ailleurs, ça a été théorisé par M. Kardawi, la charia de minorité. Kardawi parle de l'Europe non plus comme terre de la guerre, Dar el-Harb, mais terre de la da'wa, la prédication, où la prédication est plus efficace que la guerre. Mais il dit aussi, notre but, ce n'est pas d'avoir tout de suite une charia qui va s'imposer à tout le monde, il y aura trop de réactions. Il y a encore quand même pas mal d'Européens en Europe. Il y a encore pas mal de chrétiens ou de mécréants ou de athées en Europe. Donc ce ne sera pas efficace. Par contre, on va dire, au nom du droit à la différence, en instrumentalisant l'antiracisme, le droit à la différence, et même l'anticolonialisme, un peu les indigènes de la République, c'est ça, pour prouver que vous n'êtes plus colonialiste, accepter que nous ayons aussi des aménagements, des accommodements raisonnables. Hein, les Italiens disent aussi des atténuants culturels. On va demander des exceptions, des dérogations du droit commun, mais sans attenter à vos propres valeurs. Vous restez européens et adeptes des droits de l'homme ou de la défense des LGBT. Mais nous, permettez-nous dans des zones d'avoir des piscines séparées, des écoles islamiques, de ne plus enseigner la Shoah ou Voltaire ou des choses mécréantes et on ne fera pas de problème. On sera même une force pour vous aider à lutter contre le djihadisme. C'est là que les frères musulmans sont malins. Ils disent, si vous nous donnez des concessions d'une charia de minorité, progressive, des aménagements, en échange, on vous aidera à lutter contre le djihadisme. Et c'est la raison réelle pour laquelle nos gouvernements en Europe ont cautionné les frères musulmans, car il y a une raison, ils ne sont pas fous, nos dirigeants sont parfaitement renseignés. C'est parce qu'ils croient à cette Pax Islamica que leur propose, ou la paix des banlieues que leur proposent les frères musulmans. Le génie des islamistes institutionnels, entre guillemets, que j'oppose aux djihadistes, hein, il y a les coupeurs de langue, et les coupeurs de tête. Les coupeurs de tête sont bruts de décoffrage et ils sont djihadistes partout. Les coupeurs de langue savent qu'en Europe, c'est plus utile de faire taire que de tuer. On va utiliser le politiquement correct, l'antiracisme instrumentalisé. Et le génie de ces islamistes-là, mais qui ne sont pas moins islamistes que les autres, le même but, c'est le califat, la charia à terme, mais leur génie, c'est de, à chaque fois qu'il y a des attentats islamistes, réussir à transformer une occasion qui aurait pu être une occasion de critiquer les bases djihadistes que sont la charia et l'enseignement de l'islam orthodoxe. Normalement, si on était assez cohérent, à chaque attentat islamiste, on devrait interdire tous les ouvrages de la charia officielle qui permettent la violence contre les mécréants. Et le génie des islamistes, c'est de retourner la chose et au titre de la déradicalisation, faire de la publicité pour l'islam. C'est extraordinaire. À chaque attentat islamiste, ça devient une occasion de vanter le vrai islam qui serait merveilleux. Connaissez-vous un seul autre exemple d'une religion, lorsque certains de ses membres commettent des choses horribles, à chaque fois, ça se transforme en une lutte contre les ennemis de cette religion et une publicité extraordinaire en faveur de cette religion qui serait la plus merveilleuse.
vous n'avez aucun autre exemple. Moi, j'affirme qu'à chaque attentat islamiste, l'islam progresse, puisque chaque attentat islamiste est une occasion de fustiger les islamophobes. D'ailleurs, après les attentats de Barcelone, par exemple, qu'est-ce que fait la mairie de Barcelone? Elle finance les associations musulmanes, frères musulmans, qui luttent contre l'islamophobie. Une occasion de remettre en question la théologie de l'islam violente devient en fait une occasion de faire de la publicité pour l'islam, bien entendu, sans tâche, qui ne serait pas à réviser ou à réformer, puisque ce seraient des non-musulmans qui feraient les attentats, ce serait soit la CIA, soit le Mossad, soit, pour les moins complotistes, ce seraient en fait des gens qui n'auraient rien à voir avec l'islam. À ce titre du rien-à-voirisme, seule expression que j'aime chez BHL, il l'a critiqué, au titre du rien-à-voirisme ou du pas d'amalgamisme, et bien finalement, tout attentat islamiste devient une occasion de faire une publicité planétaire gratuite dans toutes les télévisions, toutes les radios, en faveur du vrai islam qui serait la plus merveilleuse des religions. Moi je dis c'est fantastique, c'est c'est le génie de l'islamisme, de savoir faire de la publicité, même mieux, ils n'ont pas besoin vous payez une publicité si vous demandez une publicité dans une insertion dans un journal. Les islamistes, à chaque attentat islamiste, ont une publicité gratuite en faveur du vrai islam. Donc je dis extraordinairement efficace. Bravo. Les frères musulmans sont adeptes de la subversion, de l'infiltration, de l'entrisme. Du coup, ils se font passer pour des modérés, parce que même si on n'est pas dupe de ce qu'ils font, ne croyez pas un instant que nos dirigeants suisses, français, italiens sont dupes. Ils sont parfaitement, moi qui ai travaillé dans des milieux d'analyse stratégique, je vous assure que nos dirigeants de tous les pays européens reçoivent chaque jour des notes sur les vrais objectifs des frères musulmans. Donc nos dirigeants savent très bien qu'ils ont un projet de conquête. Mais ils se disent, eux, ils ont un projet de conquête, finalement, comme les protestants évangéliques qui veulent convertir tout le monde, mais au moins, ils ne sont pas violents en Europe. Mais nos dirigeants savent très bien que les frères musulmans sont pour la violence ailleurs. Rien que cela, normalement, ça devrait susciter l'interdiction formelle de toutes les mouvances proches des frères musulmans, puisqu'ils ne sont peut-être pas djihadistes chez nous, où ce n'est pas utile, mais ils sont djihadistes ailleurs. On a plein de preuves. D'ailleurs, même les frères musulmans européens non djihadistes collectent de l'argent pour le Hamas. Même en Amérique, le CAIR, le Council of American Islamic Relations, a reçu plusieurs fois des dirigeants du Hamas. Même le plus grand lobby islamique américain, dirigé par les frères musulmans, défend une organisation terroriste. Donc pourquoi nos dirigeants n'interdisent pas une organisation qui, certes, n'est pas djihadiste en Europe, mais qui l'est ailleurs? Parce qu'ils apportent la Pax Islamica et parce que leur stratégie d'infiltration est efficace. On retourne des gens. Certains sont achetés, beaucoup même. Beaucoup plus de gens que vous croyez ont été achetés par les frères musulmans à travers le Qatar ou le Koweït. Le Koweït a investi des millions. Là, ça c'est très intéressant, j'en parle dans mon livre. Qui parle du Koweït? État que l'Occident a été aidé contre l'invasion irakienne, mais c'est fou que l'Occident ait aidé ce pays. Le Koweït, en proportion, est le pays qui a le plus aidé des djihadistes et des frères musulmans. Les plus grands projets des frères musulmans en Europe, c'est les Qataris et les Koweïtiens. Donc, à travers des États, et maintenant il y a la Turquie qui aide beaucoup aussi les frères musulmans, stratégiquement, militairement. Donc, on a des gens extrêmement nuisibles qui normalement devraient être interdits, mais ils ont réussi en achetant des hommes politiques, en retournant des gens, en séduisant l'extrême gauche, en disant à l'extrême gauche, nous avons le même combat contre les sionistes, les fascistes, les racistes. Mais moi, ce que je dis, s'il y a des gens de gauche ou d'extrême gauche qui nous regardent, c'est important d'être didactique, de ne pas diaboliser. Ceux qui sont sincères dans cette démarche, je leur dis, mais est-ce que vous savez vraiment avec qui vous êtes alliés? Les frères musulmans sont homophobes, racistes, antisémites. Ils sont contre toutes les valeurs progressistes. Vous êtes les dindons de la farce. Comme disaient les soviets, vous êtes des useful idiots, des idiots utiles. Et regardez les expériences historiques. Quand Khomeini a fait sa révolution, il n'avait pas les moyens de la faire. La révolution de Ayatollah Khomeini, qui n'oublions pas était un agent des frères musulmans, il était membre de la section iranienne des frères musulmans, bien qu'étant chiite, oui c'est possible, fait dailler islam. Qu'est-ce qu'il a fait? N'ayant pas assez de force, il a fait venir des milliers de militants palestiniens d'extrême gauche, FPLP, OLP, qui à l'époque étaient très extrême gauche et financés par les Russes. La mouvance palestinienne n'était pas islamiste à l'époque, c'était des gauchistes. Et il a utilisé toute la gauche mondiale, mais aussi le parti communiste iranien Toudeh. Et qu'est-ce qu'il a fait une fois sa révolution réussie, Khomeini? Il a fait liquider sans exception tous les militants de gauche et d'extrême gauche qu'il avait utilisés et qui l'ont aidé à prendre le pouvoir par les étudiants, par les manifestations dans les rues.
Donc c'est une alliance qui ne sera pas à la faveur de la gauche et de l'extrême gauche. C'est une alliance suicidaire pour la gauche et l'extrême gauche. Mais c'est un peu l'allégorie de la grenouille et du scorpion. C'est plus fort qu'elle, pas toutes, mais une grande partie de l'extrême gauche, c'est plus fort qu'elle. Sa haine envers l'Occident et le sionisme lui fait aller dans les bras de son pire ennemi. Car, croyez-moi, un frère musulman, un islamiste, déteste beaucoup plus un gauchiste athée qu'un catholique d'extrême droite ou un orthodoxe poutinien ou un conservateur, même évangélique protestant. Parce que rien n'est plus détesté pour un islamiste que le mécréant sans religion. Donc c'est intéressant de penser à ça. Et donc l'infiltration se décline dans beaucoup de domaines. Je reviens à l'infiltration. Entreprise, syndicats, mouvements politiques. Donc ce n'est pas uniquement acheter des gens, c'est aussi infiltrer par le travail de sape, l'infiltration, l'entrisme, la prise de contrôle progressive. Beaucoup d'études ont été faites par mon ami Éric Dénessé, qui est le patron du Centre français de recherche sur le renseignement, dont je suis membre. Je dirige une recherche aussi au CF2R. Au CF2R, on a fait beaucoup d'enquêtes, notamment avec des gens qui sont des musulmans d'ailleurs, comme Youssef Chihab, qui est un très très grand chercheur qui a travaillé pour les renseignements généraux français, d'origine marocaine, mais très, très grand patriote français. Et on a des recherches très intéressantes qui montrent qu'il y a eu une véritable stratégie d'infiltration des syndicats, de l'enseignement, des partis politiques, mais aussi des entreprises. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, il y a même une volonté d'infiltrer les entreprises. Et il y a aussi l'infiltration, bien sûr, médiatique, et aussi des milieux de la recherche. On a, je ne vais pas donner de nom dans cette vidéo, mais on a plusieurs, quoique je peux en donner quelques-uns parce qu'ils sont connus, on a des gens comme M. Burga, qui ont toujours été, je ne dis pas qu'il a été acheté, ce serait une accusation trop grave, mais en tout cas, peut-être c'est tout simplement un idiot utile. C'est quelqu'un c'est un compagnon de route. On a même des chercheurs universitaires du CNRS, l'élite de la recherche française, qui, depuis des années, objectivement, travaillent en faveur de la légitimation des frères musulmans. Donc vous voyez, c'est université, entreprise, syndicat, enseignement et aussi milieu charitable. J'étais une fois en enquête dans les Caraïbes et quelqu'un de Guadeloupe, un travailleur social, me disait, même chez nous en Guadeloupe, où il n'y a aucun... pratiquement, il n'y a pas de mouvement islamiste, il n'y a pratiquement pas de mosquée dans les Caraïbes, y compris les Caraïbes latines, hispaniques à côté. Et il me disait, dans les Caraïbes françaises ou espagnoles, enfin hispaniques, ont les meilleurs chercheurs, agents de travail social, ceux qui vont aider les pauvres. Ils ne sont pas très nombreux, mais on retrouve des frères musulmans. C'était des gens du renseignement qui me disaient ça, des frères musulmans infiltrés dans les organisations charitables, sociales, y compris dans des lieux très chrétiens comme les Caraïbes. Imaginez, parce qu'ils savent que leur exemplarité va susciter une émotion, une adhésion. Les gens vont dire, nous on est chrétiens, on est protestants ou catholiques, mais là on a un musulman qui est travailleur social, qui a fait un travail extraordinaire, et c'est vrai, ils font un très bon travail social, et ça séduit. Et après ça va faire un converti, deux convertis. Après il y aura une mode du voile islamique, parce qu'en échange de l'aide, on va dire, ben, vous voyez, si on t'a aidé, c'est parce que la religion d'Allah est la meilleure. Le travail social ne doit pas être sous-estimé également. Tout ça, c'est de l'infiltration intellectuelle, universitaire, bien sûr les lycées. Aujourd'hui, l'offensive des frères musulmans en Suisse, mais aussi en Italie, et 25 projets des frères musulmans dans le sud de l'Italie. En France, les plus grands projets aujourd'hui, c'est des frères musulmans et des Turcs, c'est des projets d'éducation, d'écoles islamiques et de grandes mosquées, et de bibliothèques et de centres culturels. Donc, je dirais que c'est les gramscismes de l'islamisme. Gramsci était un militant, un intellectuel communiste italien qui disait le meilleur combat, c'est le combat culturel, c'est l'infiltration, la subversion, c'est la culture et l'éducation. Je dirais que les frères musulmans sont des gramscismes verts, au sens couleur de l'islam, bien sûr. En géopolitique, nous, on fait des scénarios, bien sûr, il n'y a jamais un seul scénario. Bien entendu, je ne crois pas au grand remplacement subit, violent, avec... comme le disent certains, une islamisation radicale qui fait que dans 50 ans, ce sera un califat islamique. J'y crois pas, c'est délirant. Et en plus, ça permet aux politiquement corrects et islamiquement corrects de diaboliser ceux qui luttent contre l'islamisation. Je pense que ça va être le scénario Houellebecq, encore une fois. C'est la cuisson du homard, c'est à petit feu. Il y aura des endroits, en Belgique, où on aura, de facto, pas forcément tout de suite légalement, une loi islamique. En Angleterre, c'est déjà le cas. Mais officiellement, non. En Angleterre, il n'y a pas de tribunal islamique officiel. Mais il y a des Islamic Courts qui sont des cours consultatives dans lesquelles une femme et un homme qui veulent divorcer peuvent aller se rendre devant un juge islamique, mais
et ce n'est pas obligatoire, c'est parce qu'elles acceptent, pour la justice anglaise, c'est comme un arrangement à l'amiable. Mais pour la personne qui est croyante, c'est le juge islamique qui a donné une décision. On donne la garde de l'enfant systématiquement à l'homme, etc., etc. C'est absolument honteux. Pour la situation de la femme, c'est dramatique. Mais là, les féministes ne sont pas trop affolées. Hein. Elles préfèrent surtout toujours cibler le mâle blanc. Le mâle blanc chrétien occidental, lui, c'est une ordure. Mais quand il y a du machisme ou de la phallocratie au nom de la religion musulmane, là, c'est une cause exotique, on n'en parle pas. Mais c'est une des réalités. C'est plutôt ça qui va se passer. C'est un petit grignotage. Vous savez, les Chinois parlent beaucoup du jeu de Go. La stratégie chinoise, c'est jamais frontal, c'est pas échec et mat, c'est pas détruire l'ennemi, c'est pas clausewitzien, c'est l'enfumage petit à petit, l'encerclement petit à petit. Dans le bon jeu de Go, la personne qui a perdu, parfois, on n'a même pas l'impression qu'elle a perdu. C'est ça la stratégie. J'allais dire que la stratégie des frères musulmans et des forces islamistes intelligentes en Europe, ce n'est pas une victoire à l'échec et mat, clausewitzienne, radicale, ça va être demander des lieux. Donc, de plus, ce qui va se passer dans le futur, c'est très simple. Il n'y aura pas dans 50 ans une Europe entièrement islamisée, mais on aura, par exemple, 50% de la Belgique qui sera islamique, où il y aura de facto des élus, des tribunaux religieux. Même si on fera semblant de respecter le royaume belge, on sera déjà, comme dans des villes de Suède aujourd'hui, il y a pratiquement, dans certaines villes de Suède, on n'a plus le droit de faire sonner les cloches, mais il y a l'appel du muezzin. C'est absolument sidérant. Donc, ce sera plutôt des enclaves. Un petit peu comme l'Espagne, lorsqu'il y avait des centaines d'années de Reconquista, il y avait des zones, il y avait des taïfas musulmanes qui se battaient avec d'autres, qui étaient en rivalité, il y avait des royaumes chrétiens, et c'était en fait un même pays avec, ici à Valence, des musulmans, à côté à Aragon, des chrétiens, et il y avait des évolutions petit à petit comme ça. Alors un moment, ça a été l'islamisation, après ça a été le reflux, la rechristianisation par la Reconquista, mais je pense que c'est plutôt ça, c'est le syndrome des taïfas. C'était les petits royaumes qu'on appelait en Andalousie. On va avoir des lieux où on aura de facto un petit émirat. C'est la CIA qui l'avait dit d'ailleurs il y a 10 ans. Une enquête de la CIA qui avait été résumée très bien par Alexandre Adler, la CIA parlait de scénarios de petites enclaves d'émirats locaux. Il y aura des petits émirats en Suède, en Belgique, en Italie du Nord, bien entendu peut-être aussi en Suisse, mais surtout Allemagne, Belgique, Suède, Angleterre, un peu Autriche, mais les Autrichiens ont repris en main leur islam récemment, ils sont en train de résister, bien sûr France, puis il y aura des pays où il n'y aura pas trop d'enclaves islamiques comme la Norvège, parce qu'il y a beaucoup moins de masses islamistes radicalisées qu'en Suède. Il y en aura moins en Flandre qu'en Belgique francophone. Il y en aura moins en Italie du Sud qu'en Italie du Nord, parce que tout cela est très démographique. Ça suivra les voies de la démographie. Donc tout cela est relativement prévisible. Je conclurai en termes de prévision sur ce qu'a dit Brochant. Monsieur Brochant, qui est l'ancien patron des services de renseignement extérieur français, la DGSE, j'invite nos auditeurs à voir ce qu'il vient de dire sur l'immigration et l'islamisation. C'est terrifiant. Ce n'est pas un populiste. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut accuser d'islamophobe. C'était un serviteur de l'État qui raisonne froidement, sans passion. Ce qu'il dit depuis qu'il a la liberté de parole est proprement terrifiant. Et moi, quand je rencontre des gens qui ont travaillé en service action ou analyse, des anciens de la DGSE ou des gens qui travaillent aujourd'hui pour la DGSI, en off, comme on dit, ils vous disent des trucs terrifiants. Et souvent, c'est des bons républicains, laïcards. Ce n'est pas l'extrême droite catholique. C'est des gens qui sont tout simplement des bons patriotes républicains ou tout simplement des serviteurs de l'État. Ils vont au-delà parfois de ce que disent certains populistes. Donc oui, on a du souci à se faire. Il y aura des enclaves islamiques, tout simplement. Moi, le syndrome que je vois dans les 50 prochaines années, ce sera des enclaves islamiques. Mais il y aura aussi des enclaves non islamiques. Voilà, on aura une balkanisation, une libanisation. Vous voyez, quand vous allez à Beyrouth, vous allez toutes les femmes en noir et les portraits de Khomeini et de Nasrallah en zone chiite contrôlée par le Hezbollah. Et quand vous allez en quartier chrétien, toutes les filles en mini-jupe avec des énormes décolletés, des photos de Madonna, des discothèques et des jeux de hasard et des casinos. Et bien sûr, comme disent les islamistes, la perversion qui restera. Vous avez à Beyrouth chrétien, à Jaunier, une société peut-être encore plus libérale que certains pays européens de l'Ouest. Et à Beyrouth, côté chiite, vous avez, c'est l'Iran, voire pire que l'Iran. Voilà le futur de l'Union européenne, c'est Beyrouth, coupé en deux. Il y a la même capitale,
c'est le même pays, mais vous passez d'une civilisation à une autre en traversant parfois quelques mètres. Moi, quand j'étais à Beyrouth, côté chrétien, j'étais à la frontière du quartier chiite. Quand il y a eu ensuite l'invasion syrienne, la coupure entre les deux Libans était terminée, on pouvait passer, et on passait en quelques mètres d'une civilisation à une autre complètement différente. C'était le jour et la nuit. Voilà l'avenir de l'Europe, c'est Beyrouth.